Je m'appelle Élodie. J'ai 27 ans, et si vous me croisiez dans les rues pavées du Vieux-Lyon ou dans l'agitation feutrée de la Part-Dieu, vous verriez une femme ordinaire, une responsable marketing freelance passionnée par son travail, une épouse qui aime flâner sur les quais de Saône. Une Lyonnaise attachée à la brume matinale sur la colline de Fourvière. Mon mari, Julien, est ingénieur logiciel. Il est l'ancre de mon navire, l'homme dont le calme imperturbable a souvent servi de rempart contre mes propres tempêtes intérieures. Mais pour comprendre la femme que je suis devenue, il faut d'abord comprendre l'enfant que j'ai été. Dans le jargon de la psychologie, on m'appelle « l'enfant de verre ». Cela ne signifie pas que j'étais fragile, bien au contraire. Cela signifie que j'étais invisible. J'étais celle à travers laquelle on regarde pour fixer quelque chose de plus brillant, de plus bruyant, de plus exigeant. Dans ma famille, ce point de mire, c'était ma sœur cadette, Léa. Léa était la porcelaine fine, et moi, j'étais le verre trempé. Parce que j'étais solide, parce que je ne réclamais rien, mes parents Béatrice et Gérard ont fini par oublier que j'existais en tant qu'être sensible. Chaque once de leur attention, de leur fierté et de leurs ressources était réservée à Léa. Ma sœur ne marchait pas, elle flottait, elle n'échouait jamais, elle était simplement incomprise. Et moi, je m'effaçais, trouvant refuge dans le travail et le silence, construisant ma vie en marge de leur chaos affectif. Tout a basculé un vendredi soir de fin septembre. J'étais enceinte de 37 semaines. Mon ventre était une sphère lourde et sacrée, un poids qui m'enchantait autant qu'il m'épuisait. Ce soir-là, Julien était coincé au bureau pour une urgence serveur critique. J'aurais dû rester chez nous, dans notre cocon douillet, mais ma mère avait insisté. C'était le dîner de l'année. Léa présentait Damien, son nouveau compagnon, un entrepreneur de la tech dont le succès apparent faisait déjà briller les yeux de mon père. La maison de mes parents à Écully était, comme toujours, un monument aux apparences. La porcelaine de Limoges était de sortie, les cristaux scintillaient sous le lustre. L'air était chargé de l'odeur d'un rôti de bœuf aux herbes, un parfum qui, autrefois, m'aurait réconforté, mais qui ce soir-là me serrait le cœur. Damien était l'archétype de l'arrogance déguisée en charisme. Assis en bout de table, il pérorait sur ses levées de fonds, ses investisseurs et sa future villa à Saint-Tropez. Mes parents buvaient ses paroles comme un élixir de jouvence. Pour eux, Damien n'était pas seulement le petit ami de Léa, il était la promesse d'un statut social qu'ils n'avaient jamais tout à fait réussi à stabiliser. Je me sentais mal. Une douleur sourde, comme un étau, commençait à enserrer mon bassin. J'ai posé ma main sur la nappe, tentant de réguler ma respiration. « Ça va, Élodie ?» a demandé mon père, sans vraiment me regarder, ses yeux déjà tournés vers Damien qui s'apprêtait à raconter une énième anecdote sur ses « business angels ». J'ai des contractions, papa. C'est assez intense. Ma mère a soupiré, un son sec qui a coupé court à ma confidence. Oh, Élodie, ne commence pas avec ton besoin d'attention. C'est le grand soir de Léa. Damien explique comment il va transformer le marché européen. Bois un peu d'eau et tiens-toi droite. J'ai baissé la tête. L'enfant de verre venait encore de se briser en mille éclats invisibles. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai vécu une lente descente aux enfers. Les contractions se sont rapprochées, devenant des vagues de feu qui me coupaient le souffle. Je transpirais, mes jointures blanchissaient à force de serrer le bord de la chaise. Personne ne voyait. Ou plutôt, personne ne voulait voir. Damien parlait de scalabilité et de disruption. Mon père hochait la tête avec une admiration servile. Léa rayonnait, savourant son triomphe. Soudain, un craquement sourd dans mon corps, suivi d'une sensation de chaleur liquide. J'ai perdu les os, là, sur la moquette beige crème de ma mère. Le silence est tombé sur la pièce, mais ce n'était pas un silence d'inquiétude. C'était un silence d'agacement. « Mon Dieu, Élodie !» s'est écriée ma mère en fixant la tache sur le sol. « Tu as ruiné le tapis. Tu ne pouvais pas te retenir ? » Maman. J'accouche, ai-je haleté, la douleur me mettant à genoux. Le bébé arrive. Il est en avance. S'il te plaît. Papa, prends la voiture. Emmenez-moi à la Croix-Rousse. Mon père a regardé sa montre, puis Damien. Le malaise sur le visage du gendre idéal était palpable. Il ne voulait pas voir de sang, de douleur ou de réalité biologique. Il voulait parler de chiffres.
Élodie, a dit mon père d'une voix froide, presque clinique. On est en train de discuter de choses sérieuses ici. Damien nous propose une entrée au capital de sa structure. C'est l'avenir de la famille qui se joue. Julien n'est qu'à 20 minutes, appelle-le. Julien est injoignable, papa. Il est en salle blanche, il n'a pas son téléphone. J'ai besoin de vous. Ma mère a repris sa fourchette, un geste d'une cruauté inouïe par sa banalité. Ne fais pas ton cinéma. Tu es une femme forte, tu nous le répètes assez souvent. Appelle un Uber, on est occupé. Ces mots appellent un Uber, on est occupé ont agi comme un électrochoc. Dans l'agonie de l'accouchement qui commençait, quelque chose d'autre est né en moi. Une clarté glaciale. Une certitude. Ces gens n'étaient pas mes protecteurs. Ils n'étaient que des étrangers liés à moi par un accident génétique. Je me suis relevé seul. Chaque mouvement était un exploit herculéen. J'ai attrapé mes clés de voiture sur la console de l'entrée, sans un regard en arrière. Je n'ai pas pleuré. On ne pleure pas devant des statues de sel. Le trajet jusqu'à l'hôpital de la Croix-Rousse restera gravé dans ma chair. Conduire une berline manuelle dans les rues de Lyon tout en gérant des contractions toutes les 3 minutes est une forme de torture que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je m'accrochais au volant comme à une bouée de sauvetage. Respire, Élodie. Pour lui. Pour toi. Arrivé aux urgences, je me suis effondré sur le volant en klaxonnant. Les infirmières sont sorties en courant. Quand elles m'ont installé sur le brancard, j'ai enfin lâché prise. Julien est arrivé 1 heure plus tard, le visage décomposé par la culpabilité et l'angoisse. Il avait reçu le message de ma meilleure amie, Camille, que j'avais réussi à alerter vocalement durant le trajet. Il m'a pris la main, et dans son regard, j'ai vu tout ce que mes parents n'auraient jamais, de la dévotion pure. Notre fils, Gabriel, est né à l'aube. Un petit être aux mains parfaites, dont le premier cri a balayé 27 ans de solitude. Pendant la semaine qui a suivi à la maternité, j'ai éteint mon téléphone. Je voulais savourer le silence. Je voulais apprendre à connaître ce petit garçon qui méritait un monde meilleur que celui dans lequel j'avais grandi. Julien était merveilleux. Il avait compris, sans que j'aie besoin de dire un mot, que la frontière était désormais tracée. Le 7e jour, nous étions de retour dans notre appartement. Le soleil d'octobre filtrait à travers les rideaux de lin. On a frappé à la porte. C'était ma mère. Elle tenait un bouquet de fleurs fanées et un doudou de marque, l'air un peu gêné, mais arborant toujours ce sourire de façade qui m'avait tant trompé. « Coucou ma chérie. Enfin, tu réponds. On a essayé de t'appeler, mais tu devais être fatiguée. Allez, laisse-moi entrer, je veux voir le bébé. On a hâte de le présenter à Damien, il adore les enfants. » Je suis resté sur le seuil. Je me sentais calme, d'un calme presque divin. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec une curiosité distante. « Quel bébé ?» ai-je demandé doucement. Ma mère a cligné des yeux, perplexe. Enfin, Élodie. Ton fils. Mon petit-fils. Ne fais pas l'enfant. Ce bébé est né d'une femme qui a dû conduire seule à l'hôpital parce que ses parents étaient occupés. Cette femme n'a plus de parents, Béatrice. Et cet enfant n'a donc pas de grands-parents. Tu as dit que j'étais forte, n'est-ce pas? Tu avais raison. Je suis assez forte pour protéger mon fils de l'indifférence. Tu ne peux pas être sérieuse. A-t-elle bégayé, son visage commençant à se décomposer. On a fait une erreur, d'accord, mais Damien expliquait son modèle économique, c'était crucial pour notre retraite. Votre retraite valait plus que ma vie et celle de Gabriel. C'est une information que je n'oublierai jamais. Maintenant, pars. J'ai fermé la porte. Ce n'était pas un geste de violence, mais un acte de soin. J'ai verrouillé le verrou, et ce petit clic a résonné comme une libération. Je me suis retourné vers Julien, qui tenait Gabriel dans ses bras. « Ça va ?» m'a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu en m'approchant d'eux. Pour la première fois de ma vie, je me vois. Les mois ont passé. Le silence radio avec ma famille est devenu ma nouvelle normalité. J'ai appris que poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie. J'ai découvert que la colère, quand on la laisse mûrir,
se transforme en une force tranquille. Le destin, cependant, aime les symétries. En avril, j'ai reçu un appel de Camille. Hello. Tu es assise? Dis-moi tout, Camille. La start-up de Damien. C'était une fraude. Une pyramide de Ponzi sophistiquée. Il est parti avec la caisse. Tes parents. Ils avaient tout investi. Ils ont hypothéqué la maison d'Écully pour lui. Ils sont ruinés. Léa l'a quitté, mais elle est criblée de dettes qu'elle a contractées en son nom. J'ai regardé Gabriel qui jouait sur le tapis, essayant d'attraper un rayon de soleil. J'aurais pu ressentir une joie malveillante. J'aurais pu appeler mon père et lui dire, alors, ce modèle économique? Mais je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni tristesse. Juste une immense distance. Ils avaient poursuivi un mirage de richesse et s'étaient brûlé les ailes. Ils avaient sacrifié la seule chose réelle qu'ils possédaient, leur famille, pour une illusion de grandeur. Un soir, mon père a fini par m'envoyer un mail. Un texte long, larmoyant, où il ne s'excusait pas vraiment, mais où il décrivait leur détresse. Ils allaient devoir vendre la maison. Ils n'avaient nulle part où aller. Nous sommes ta famille, Élodie. Tu as toujours été la plus stable. Nous avons besoin de ton aide. J'ai passé la nuit à réfléchir, assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville. Le vent soufflait doucement, apportant l'odeur du printemps. J'ai pensé à l'enfant de verre. Si je les aidais, si je les laissais entrer à nouveau, redeviendrais-je invisible? Le lendemain, j'ai répondu. Papa, maman. Je suis désolé pour votre situation. Personne ne mérite de perdre son foyer. Je ne vous souhaite aucun mal. Cependant, vous m'avez appris une leçon précieuse ce soir de septembre, chacun doit assumer ses priorités. Ma priorité absolue est l'équilibre émotionnel de mon fils et la sérénité de mon foyer. Je ne peux pas vous offrir d'argent, ni de toit. Ce que je peux vous offrir, c'est ce que vous m'avez donné quand j'en avais le plus besoin, la liberté de vous débrouiller seul. J'espère que vous trouverez la force que vous m'avez toujours attribuée. Je n'ai jamais reçu de réponse. Aujourd'hui, Gabriel a 1 an. Il court partout, remplit notre appartement de cris de joie et de découverte. Parfois, Julien et moi l'emmenons pique-niquer au parc de la Tête d'Or. Je regarde les autres familles, les grands-parents qui poussent les balançoires, les éclats de rire. Il y a une petite pointe de nostalgie, parfois, pour ce qui aurait pu être. Mais quand Gabriel se blottit contre moi, quand il cherche mon regard et qu'il y trouve une présence totale, absolue, je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai appris que la famille n'est pas un héritage passif, c'est une création active. C'est un jardin qu'on arrose de respect et de limites saines. L'enfant de verre est parti. À sa place, il y a une femme de chair et de sang, qui sait que sa valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la paix qu'elle a réussi à construire dans son propre cœur. Le soleil se couche sur Lyon, embrasant les toits de Fourvière d'une couleur d'or et de feu. Je ferme la fenêtre, prête à lire une histoire à mon fils. La vie est calme. La vie est pleine. Et pour la première fois, je ne suis plus invisible. Je suis ici. Entièrement là.